La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct avec l'actualité du Moyen-Orient. Au programme ce soir. L'instant avant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, le compte à rebours de la déflagration est-il enclenché? Échec du dialogue, option militaire plus que jamais sur la table. Porte-avions en approche, sous couvert d'un brouillard stratégique savamment orchestré. Donald Trump prépare-t-il une frappe majeure? C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Il est temps, estime-t-il, de chercher une nouvelle direction en Iran. Réponse de Téhéran, la menace de frapper le cœur de Tel Aviv. Drones, missiles, axe régional mobilisé, c'est l'ensemble du Moyen-Orient qui se retrouve à nouveau au bord de l'abîme. Nous reviendrons également sur le réveil des Européens qui classent enfin les gardiens de la révolution islamique dans la catégorie terroriste. Pendant ce temps à Gaza, à qui profitent les surplus de l'aide humanitaire? Elle affluerait ces temps-ci au rythme de 600 camions par jour, alors que 200 suffiraient à couvrir les besoins de la population. Pour Israël, aucun doute, c'est le Hamas qui accumule les bénéfices économiques de cette situation. À la clé, un renforcement du mouvement terroriste, une réalité conjuguée au refus répété du Hamas de déposer les armes. À quand la fameuse date butoir pour le désarmement promise par le président américain? L'enjeu, éviter de recréer les conditions d'un 7 octobre. Enfin, rassembler celles et ceux qui affichent en Europe leur détermination à combattre l'antisémitisme. C'était l'objectif cette semaine de la deuxième édition de la conférence internationale de Jérusalem dédiée à ce fléau, à l'initiative du ministre des Affaires de la Diaspora, Amichai Shikli. Parmi les invités, le député européen Fabrice Leggeri, issu du Rassemblement national. Nous entendrons son compte-rendu tout à l'heure. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La porte du dialogue semble donc se refermer concernant l'Iran. Donald Trump réaffirme son ambition de provoquer un changement de régime. Comme pour confirmer ses intentions, on apprend ce soir que la marine américaine renforce sa présence au Moyen-Orient avec l'arrivée d'un nouveau destroyer. Plusieurs options seraient à l'étude. On va d'abord planter le décor en images en compagnie de Mathieu Winding. Le président Trump envisage plusieurs options contre l'Iran. L'agence de presse Reuters révèle que la Maison-Blanche étudie l'option de frappe ciblée contre les forces de sécurité et les dirigeants afin d'encourager les manifestants. Il s'agirait de créer les conditions d'un changement de régime après la répression qui a écrasé le mouvement de protestation au début du mois, faisant des milliers de morts. Selon CNN, les négociations entre Washington et l'Iran n'ont pas abouti à un accord de cessation des programmes nucléaires et balistiques de la République islamique. Par conséquent, Donald Trump voudrait intervenir de manière significative. Le porte-avions Lincoln et son groupe aéronaval ont rejoint l'océan Indien et se rapprochent de l'Iran. Ce déploiement offre à Washington des capacités accrues de frappe et de protection de ses alliés face à d'éventuelles représailles. Parallèlement, les États-Unis ont commencé à déployer des systèmes de défense antimissiles supplémentaires, notamment des batteries Patriot et selon plusieurs sources des dispositifs antimissiles THAAD. Sur le plan diplomatique, Washington a accueilli de hauts responsables saoudiens et israéliens. Selon Axios, le général Shlomi Binder, chef des renseignements de Tsahal, a rencontré mardi et mercredi des hauts responsables du Pentagone, de la CIA et de la Maison-Blanche. En parallèle, le ministre saoudien de la Défense doit s'entretenir aujourd'hui et demain avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial du président Steve Witkoff. Par le biais d'un organe de propagande du Hezbollah, l'Iran fait savoir que les mollahs estiment qu'un accord répondant aux exigences des États-Unis serait plus coûteux que la guerre. Par conséquent, la République islamique se dit prête à une confrontation militaire. L'agence de presse étatique iranienne Tasnim a d'ailleurs annoncé que 1000 drones stratégiques avaient rejoint les différents corps de l'armée iranienne. Sur les réseaux sociaux, un proche conseiller d'Ali Khamenei a menacé Israël en hébreu. Il s'agit de frapper le cœur de Tel Aviv en cas de frappe américaine, dans le cadre d'une riposte immédiate, globale et sans précédent. Voilà, nous devons être préparés à la guerre, c'est ce que déclare ce soir le vice-président iranien. À nous retrouver sans plus tarder notre correspondant en direct de Washington. Bonjour Antoine Delard à la Maison-Blanche. Alors Donald Trump veut donc créer les conditions, dit-il, d'un changement de régime. Quels sont les derniers bruits de couloir derrière vous ? Et écoutez, il y a deux options sur la table finalement pour Donald Trump s'il décide d'appuyer sur le bouton. D'abord, une option qui consisterait à s'attaquer au programme nucléaire iranien, c'est-à-dire bombarder les sites d'enrichissement d'uranium, bombarder également les sites qui produisent les missiles balistiques, ces missiles longue portée capables d'emmener des ogives nucléaires. Et puis, l'autre option, plus audacieuse entre guillemets, serait d'attaquer, d'éliminer directement certains cadres du régime. L'idée là, ce serait de déstabiliser l'appareil sécuritaire iranien.
pour galvaniser les opposants, les encourager à se soulever et à renverser le régime. Au sein de l'administration Trump, certains estiment que ce scénario est tout à fait réaliste. Ils disent que le régime iranien n'a jamais été aussi affaibli depuis l'arrivée des mollahs au pouvoir en 1979. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout est en place désormais pour que Donald Trump, s'il le souhaite, décide d'enclencher une action militaire. On a appris notamment aujourd'hui que les États-Unis avaient déployé des batteries THAAD, ces systèmes antimissiles extrêmement perfectionnés qui permettent d'atteindre des projectiles ennemis en très haute altitude. Et ça, c'est évidemment très important parce que si les Américains décident de frapper, il y aura des ripostes iraniennes et il faut impérativement que les États-Unis soient en mesure de protéger leurs intérêts dans la région, leurs bases, mais aussi leurs alliés comme Israël. Ces batteries THAAD avaient d'ailleurs été utilisées au mois de juin dernier pour protéger Israël lors de la riposte iranienne après les bombardements américains. Trump, pour le moment, c'est ce que dit la presse américaine en tout cas, n'a pas encore pris de décision finale, mais on voit en tout cas que la piste diplomatique est en train de s'éteindre, notamment parce que Donald Trump a formulé des exigences maximalistes qui sont jugées inacceptables par les Iraniens. Ouais, donc aucun d'État en tout cas n'est laissé au hasard. Intéressant également, Antoine, d'après Axios et Barak Ravid, des responsables israéliens et saoudiens seraient à Washington pour évoquer justement la question iranienne. Oui, exactement. Hier, d'abord, il y a le chef du renseignement militaire israélien qui était présent ici même à la Maison-Blanche pour une réunion au sommet avec des responsables du Pentagone, avec également le chef de la CIA. Ça, c'est très important parce qu'on sait que les Américains ont besoin du renseignement israélien pour localiser de potentielles cibles en Iran. Et puis aujourd'hui, c'est au Pentagone que ça se passe. Cette fois, c'est le ministre de la Défense saoudien qui est reçu avec, pour le coup, un message de prudence. Les Saoudiens tentent de retenir Donald Trump et cherchent à l'inciter à ne pas agir militairement. Riyad qui craint en fait que la chute du régime des mollahs provoque une grande déstabilisation dans la région, ce qu'ils ne souhaitent pas, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retenir Donald Trump et l'inciter à privilégier plutôt la voie diplomatique que la voie militaire. Voilà, encore un espoir, pourquoi pas mince en tout cas pour la diplomatie. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct de la Maison-Blanche à Washington DC. Allez, on va remettre de l'ordre au milieu de cette agitation. Mathias Inbar avec nous, notre expert défense. Bonsoir Mathias. Alors on a parlé de brouillard stratégique voulu sciemment par Donald Trump. Est-ce que la dissuasion peut vraiment intimider le régime des ayatollahs? Vous savez ce à quoi ça me fait penser, la phrase du ministre saoudien de la Défense, aventurier mais pas téméraire. C'est-à-dire que les Saoudiens veulent absolument régler le problème des rebelles houthis, savent pertinemment que les ennemis jurés des sunnites, ce sont bien les Iraniens, et pour autant, on essaye absolument de tenter la voie diplomatique, et pour autant, on sait très bien que la ruse et l'agressivité iranienne ne fonctionnent pas et ne peuvent être résous par la voie diplomatique. Ceci étant dit, je referme la parenthèse. Pete Hegseth, le ministre secrétaire d'État à la Défense américain, ou le ministre de la Guerre, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle désormais, a été très clair pour répondre à votre question. Il dit « Les Iraniens ont tous les outils pour signer un accord, et nous, en tant que ministère de la Guerre aux États-Unis, nous avons tous les outils pour mener cette guerre, comme nous l'avons fait avec le Venezuela. » Attention quand même à l'excès d'orgueil des États-Unis, mais oui, et je peux confirmer que Shlomi Binder, le commandant des renseignements israéliens, n'était pas seul lorsqu'il était aux États-Unis. Il a bien préparé le terrain. Il n'y avait pas que les renseignements militaires. Point final. Effectivement, à suivre de près en tout cas. Est-ce que, on a vu quand même ce déploiement militaire massif, il y a aussi cette contestation, est-ce que là les conditions sont en train de se réunir pour un affrontement de grande ampleur? Est-ce que c'est le scénario finalement qui se confirme jour après jour? De manière schématique, 3 options. 1, c'est l'option de la guerre multifront, c'est-à-dire qu'on frappe exactement ce dont je vous parlais hier, tous les intérêts iraniens en même temps, et du côté israélien, on attend que les Iraniens fassent une erreur pour justement aller beaucoup plus fort que ce que là n'avait été le cas au cours de la guerre des 12 jours, à savoir les infrastructures notamment civiles. Deuxième option, on frappe les cadres, c'est-à-dire Ali Khamenei, le chef des gardiens de la Révolution, le chef de la planification aérienne, donc le chef des missiles et des drones iraniens, et quelques cadres, pour semer le chaos et faire, avec une opération clandestine au sol, en sorte que la population locale aille de l'avant et fasse tomber le régime d'elle-même. Troisième option, et ça, de moins en moins plausible, qu'on laisse le régime, ce dont je vous parlais hier, on laisse le régime se transformer en régime complètement marginalisé, comme la Corée du Nord. Voilà les 3 options aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez justement que le régime iranien peut être poussé à la faute? Est-ce qu'on peut imaginer que Téhéran frapperait en premier, malgré tout?
C'est le scénario aussi envisagé par les Israéliens, c'est-à-dire que quasiment devant presque, je ne vais pas employer le mot de peloton d'exécution parce que ça voudrait dire donc que les Américains et les Israéliens sont les bourreaux, or c'est l'inverse. Mais quasiment dans un dernier souffle, puisqu'ils sentent que les Américains vont frapper, les Iraniens pourraient commettre l'erreur de trop, comme ils l'ont fait, même si, il faut préciser, et on le voit aujourd'hui, les Iraniens, le pouvoir iranien n'est pas le Hamas, n'est pas le Hezbollah, n'est pas le djihad islamique. Eux passent à l'action parce qu'ils n'ont pas de logique, parce qu'ils sont des fous de Dieu, comme le mot Hezbollah. L'Iran a le parti de Dieu. L'Iran a le temps. Vous savez, il y a un terme dans les renseignements israéliens. Le temps est iranien. Les Iraniens ont le temps, ont la patience. Ce que les Israéliens n'ont pas, j'ai envie de dire, malheureusement. Effectivement, la patience stratégique iranienne, en tout cas qui est mise à l'épreuve ces jours-ci. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Alors, c'est dans ce contexte si incertain que l'Union européenne, on le disait, vient d'inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran sur leur liste des organisations terroristes. Décision qui fait suite à la répression violente des récentes manifestations. Des sanctions ont également été annoncées visant de hauts responsables du régime. Un virage tardif, mais salué aujourd'hui à Jérusalem. Océane Nicole. Il aura fallu des heures de discussion et plus d'un mois de manifestations sanglantes en Iran pour que l'Union européenne franchisse le pas. Bruxelles inscrit officiellement le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes. Une décision alors que les 27 ministres européens des Affaires étrangères se réunissaient aujourd'hui justement pour établir une position commune sur l'Iran. En Iran, la répression brutale des manifestants a engendré de lourdes pertes humaines. L'UE a déjà mis en place des sanctions de grande envergure et aujourd'hui, les ministres ont décidé de désigner les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Ils seront ainsi placés au même rang que Daesh, le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda. Ceux qui recourent au terrorisme doivent être traités comme des terroristes. En plus d'inscrire le bras armé du régime iranien sur la liste européenne des organisations terroristes, Bruxelles a annoncé de nouvelles sanctions visant plusieurs hauts responsables iraniens, notamment le procureur général iranien et le chef de la police. Une réponse forte de Bruxelles après la répression meurtrière des manifestations en Iran. Une manière d'accroître la pression politique et diplomatique sur le régime des mollahs. Le chef de la diplomatie israélienne salue une décision historique. La décision des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de déclarer les gardiens de la révolution iranienne organisation terroriste est une décision importante et historique. Cette décision est également porteuse d'espoir pour les fils et les filles du peuple iranien qui luttent pour leur liberté. Elle revêt une autre signification, peut-être plus importante encore. La légitimité de ce régime meurtrier et répressif est aujourd'hui profondément ébranlée, ce qui est d'une importance capitale. Il s'agit également d'une victoire majeure dans la lutte de longue haleine qui a déjà permis d'obtenir des résultats dans de nombreux pays à travers le monde, mais qui marque aujourd'hui un tournant décisif. Les gardiens de la révolution constituent un pilier central du régime iranien. Ils disposent d'une influence militaire, politique et économique majeure en Iran comme à l'étranger. Et pour comprendre ce tournant de la part des Européens, j'accueille Maurice Ifergan. Bonsoir Maurice, Bonsoir, notre analyste. Comment peut-on expliquer ce délai, ce réveil si tardif des Européens ? Pourquoi cette inscription n'était pas pour eux une évidence depuis longtemps ? Ce n'est pas un réveil tardif, ça veut dire qu'il y avait déjà une majorité de pays européens qui étaient favorables à des sanctions contre les gardiens de la révolution iranienne. Le problème, c'est que dans la communauté européenne, sur cette question-là, il faut une majorité absolue des 27 membres pour déclarer les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Donc aujourd'hui, c'est fait. L'impact est important puisqu'il s'agit d'abord d'un impact économique. Il y a des sanctions qui vont être prises contre les gardiens de la révolution, des sanctions souvent personnelles. Est-ce que ça va avoir des effets immédiats ? Pas évident. Ce qui est important, c'est l'effet d'appel, le fait que l'Union européenne aujourd'hui condamne les actions des responsables de la répression en Iran est un encouragement pour l'opposition iranienne. C'est-à-dire que c'est clair aujourd'hui qu'il y a une position politique de l'Union européenne en soutien aux manifestants anti-ayatollah. Et là, il y a au moins une avancée parce qu'il faut dire que les sanctions, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça fait déjà près de 45 ans qu'il y a des sanctions contre l'Iran. Ça n'a pas donné grand-chose. Le régime n'est pas tombé pour autant. Et les sanctions rajoutées aujourd'hui n'auront pas d'effet immédiat. Ce qui est important de savoir,
c'est que ces sanctions ont surtout un impact politique, un impact sur la population iranienne. C'est un appel à agir. Est-ce que ce n'est pas un appel à faire tomber le gouvernement des ayatollahs? En tout cas, ça va geler les effets de dialogue. L'Europe entretenait un dialogue avec l'Iran, notamment sur des dossiers aussi importants que celui du nucléaire. Là, le dialogue risque d'être gelé. C'est un point positif. Maintenant, ce n'est pas non plus la solution totale. La solution, c'est une pression militaire comme l'exercent les États-Unis. Ça fait partie de l'équation quand même. L'attitude, un mot sur ça rapide, l'attitude de la France qui a fait quand même durer le suspense, Maurice. Pourquoi une telle hésitation? C'est-à-dire diront prudence pour laisser la porte ouverte au dialogue. La France a toujours voulu laisser la porte ouverte au dialogue, à la carte diplomatique, à l'option diplomatique, et donc à traîner la jambe aussi longtemps que possible. Finalement, c'est le fait que l'Allemagne a exercé des pressions sur la France et surtout la position de l'Italie qui a contraint le gouvernement français à changer de position. Alors aujourd'hui, Paris explique qu'il s'agissait de protéger ses ressortissants qui sont soit détenus en Iran, soit présents sur le sol iranien. Et donc, ils sont rejoints la position majoritaire de l'Union européenne. C'est un peu tardif. Il aurait fallu que ça ait lieu bien avant, mais c'est quand même un point positif. Aujourd'hui, la France est dans le camp majoritaire de l'Europe et ça va permettre peut-être d'apporter un soutien positif à l'effort des États-Unis pour faire tomber le régime des ayatollahs. L'Europe, pour une fois, à l'unisson. Merci beaucoup, Maurice Iffergan, pour cette analyse. Alors avec nous ce soir, un opposant au régime iranien, Vahid Beheshti. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes militant politique, fondateur du Front iranien. D'abord, un commentaire sur cette décision des Européens. Est-ce que vous dites que c'est une décision qui est quand même courageuse de leur part? D'abord, avant tout, je voudrais saluer des dizaines de milliers de mes compatriotes qui ont sacrifié leur vie, non seulement pour un Iran démocratique libre et laïque, pour la sécurité et la sécurité de la région et du monde entier. Si ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le courage du monde, mais c'est le résultat de dizaines de milliers d'Iraniens qui ont versé leur sang sur le sol iranien avec ce régime brutal et monstrueux. Les Iraniens, par leur courage, ont rendu le monde et l'Europe, les 27, ont pris la bonne décision et se sont mis du bon côté de l'histoire. Ils auraient dû faire cela il y a longtemps, mais c'est le résultat du courage et de l'audace du peuple iranien. Et nous saluons ceci. Maintenant, nous attendons que la Grande-Bretagne prenne aussi cette mesure juste et le monde entier comprend que ce sont les derniers jours, les dernières heures de ce régime immoral et brutal. Voilà. Et donc, les Européens ont décidé d'être du bon côté de l'histoire. L'Europe qui se met du bon côté grâce au courage, vous le dites, vous saluez, de ces manifestants qui suscitent l'admiration effectivement du monde entier. Est-ce que vous comprenez quand même cette longue hésitation de la part de la France, ce calcul, cet équilibre pour officiellement préserver le dialogue et au passage pour ne pas irriter les ayatollahs aussi, on l'imagine? Écoutez, personne ne peut comprendre cela. Ils croient que si si on dit les choses très très gentiment, on dira que c'est des politiciens fort naïfs. Ils n'ont rien compris à la nature de ce régime mauvais. Ils n'ont rien appris des 47 dernières années. Ils n'ont pas compris quoi que ce soit. Rien ne peut fonctionner avec ce régime. Ils ne comprennent que le langage de la force. C'est exactement ce que comprend le président Trump ainsi qu'Israël. Et donc, la seule manière de se mesurer à ce régime brutal, c'est ce dont nous sommes témoins actuellement. Nous devons les détruire. Nous devons les effacer de la terre parce que leur idéologie
est une idéologie monstrueuse. Quelle est-elle? Je répète ça depuis 18 ans. Leur idéologie est la suivante. Ils doivent détruire, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils ont une mission divine et qu'ils doivent détruire notre monde moderne afin d'établir l'État islamique. Et ils ont commencé par Israël. Israël n'est pas leur dernier objectif, c'est le début simplement de leur idéologie monstrueuse. Et malheureusement, des États comme la France ne comprennent pas. Rien ne fonctionne avec ces gens-là, ni la diplomatie, ni les négociations, ni le dialogue, seulement le langage de la force. Et ce que nous voyons aujourd'hui est donc le peuple iranien, et voilà leur message. Aujourd'hui, ce crime contre l'humanité est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et le message des Iraniens et de son peuple est le suivant. C'est plus le moment de pleurer ou de faire son deuil. Ils sont pleins de colère, de rage. Les Iraniens sont remplis de rage. Ils comptent les secondes avant l'attaque américaine pour enfin avoir la chance, la possibilité de redescendre dans la rue et liquider ce régime brutal, immoral et créer un nouveau système laïque et démocratique en Iran et commencer enfin à reconstruire un nouveau Proche-Orient avec nos voisins et en particulier avec notre grand ami Israël. Eh bien, c'est ce qu'on espère. En tout cas, voilà, c'est clair pour vous. Les États-Unis doivent passer à l'action. Merci beaucoup à vous, Vahid Beheshti, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. On a appris d'ailleurs ce soir que des médecins iraniens ont été arrêtés pour avoir soigné des manifestants blessés. L'un d'entre eux est d'ailleurs poursuivi pour guerre contre Dieu. C'est un délit qui est passible là-bas de la peine de mort. Et oui, question également sur l'efficacité de cette vague de sanctions européennes visant le régime iranien. On va voir que certains des cadres à Téhéran passent entre les mailles du filet. Océane Nicole pour nous expliquer tout cela. Bonsoir Océane. Bonsoir, David. Alors Océane, le clan Khamenei, père et fils, à la tête visiblement d'un pactole assez impressionnant. Tout à fait, on peut même parler d'une fortune estimée à plusieurs millions d'euros. Alors quand on parle de fortune, c'est à la fois des biens immobiliers, mais aussi des actifs financiers extrêmement luxueux, et le tout donc en échappant aux sanctions économiques. Alors tout ça, ça se fait pas directement via Ali Khamenei, mais via deux personnes, Ali Ansari, qui est un magnat iranien, et via le fils de l'ayatollah Khamenei, c'est son deuxième fils, qui s'appelle Mojtaba Khamenei. Il a 56 ans, il est d'ailleurs considéré comme un successeur potentiel de son père. Alors il ne détient pas officiellement à son nom tous ses achats, mais en tout cas c'est lui qui gère toute cette fortune, toute la fortune de son père et donc toute la fortune de cette famille. On parle d'une fortune estimée, attention, à 100 millions de livres sterling. Ça représente un peu plus de 115 millions d'euros, donc des biens immobiliers, des actifs financiers. Et selon certains, ça pourrait même atteindre plusieurs milliards de dollars. Donc des biens immobiliers, attention, extrêmement luxueux aux quatre coins du monde, des villas extrêmement luxueuses, notamment à Londres. En 2014, il a acheté, le fils donc, de l'ayatollah Khamenei, une maison, attention, à 39 millions d'euros, ça fait quand même très cher, une villa de luxe à Dubaï. Il a aussi plusieurs hôtels extrêmement haut de gamme un peu partout en Europe, que ce soit à Francfort, à Majorque. Il a aussi des hôtels de ski, et notamment en Autriche, donc énormément de biens luxueux. Et comment? Eh bien, ils arrivent à faire tout ça alors que depuis 2019, ils sont imposés par des sanctions économiques, notamment des États-Unis. Eh bien, c'est via des comptes ouverts dans des établissements financiers à l'étranger, que ce soit au Royaume-Uni, en Suisse, aux Émirats arabes unis ou encore au Liechtenstein. Et la plupart de ces fonds provient en grande partie de revenus liés à l'exportation de pétrole iranien qui sont ensuite redistribués. C'est donc la preuve que véritablement les sanctions économiques ne sont pas si efficaces. Ouais. Puis ce contraste entre la souffrance d'un peuple entier et la belle vie de ces cadres du régime iranien. Merci beaucoup, Océane Nicole. Autre question, est-il encore trop tôt pour penser l'après en Iran? L'édito de Christian Mallard tout de suite. En tout cas, l'échéance d'une reprise des hostilités semble se rapprocher entre l'Iran d'une part et de l'autre, les États-Unis et Israël. Et un personnage se prépare dans l'ombre, Christian Mallard. Bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris. Eh bien, c'est Reza Pahlavi, l'héritier de la dynastie du Shah d'Iran. Son nom est scandé, on le sait bien, par une grande partie des Iraniens aujourd'hui. Reza Pahlavi sait que Donald Trump est imprévisible et pas toujours crédible. Il sait aussi que le président américain a reculé à plusieurs reprises avant de se lancer
dans des opérations militaires. Reza Pahlavi veut dire au président américain les choses suivantes. Ne passez pas votre temps à vouloir négocier avec des gens qui sont les rois de la temporisation et qui ne veulent rien céder sur le nucléaire. Porté par plus des 3/4 de la population iranienne qui scande son nom, Javid Shah, vive le Shah, et Pahlavi Barminzadeh, Pahlavi reviendra. Reza Pahlavi se veut le rassembleur qui peut coordonner une attaque pour renverser ce régime assassin et barbare qui fait massacrer des dizaines de milliers d'Iraniens. Reza Pahlavi a un plan et le peuple le demande. Il prône l'instauration d'un État laïque avec séparation de l'Église et de l'État, tout en voulant inciter les Iraniens à choisir eux-mêmes leur avenir. Aujourd'hui, pour le renversement du régime, c'est maintenant ou jamais. La communauté internationale doit agir. Le problème, ce sont les atermoiements de Donald Trump qui préfèrent la négociation à l'opération militaire. Le peuple iranien, dit Reza Pahlavi, ce sont les bottes au sol pour mettre fin au régime. Pour Reza Pahlavi, les manifestants ne combattent pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour libérer le monde de ce régime criminel. Donald Trump doit réfléchir, c'est où il laisse le régime en place, avec tous les risques de déstabilisation du Moyen-Orient et de destruction d'Israël que cela représente, ou alors il le renverse et c'est une nouvelle ère qui s'ouvrira avec de nombreuses difficultés à l'horizon. Ne soyons pas dupes. Un grand merci à vous, Christian Mallard, depuis nos studios parisiens, pour cet édito. Il est temps de prendre des nouvelles maintenant du front sud. Situation préoccupante dans la bande de Gaza, prise de conscience de la capacité du Hamas à capter l'aide humanitaire pour se renforcer. On fait cap vers le sud d'Israël. Notre envoyé spécial est en direct avec nous. Bonsoir, Jonathan Serrero. Avant de parler de l'aide humanitaire, Jonathan, d'abord un mot, parce que côté israélien, on attend l'annonce à Washington d'une date butoir pour le désarmement d'un Hamas qui ne veut pas désarmer. Là, apparemment, Donald Trump est de plus en plus déterminé. Oui, Donald Trump a déclaré que le Hamas sera désarmé, une déclaration reprise aussitôt par Steve Witkoff, l'émissaire américain au Proche-Orient. Vous l'avez dit, David, le président Trump va fixer une date butoir dans les prochains jours. Selon les responsables sécuritaires israéliens, Donald Trump donnera 2 mois au Hamas pour se désarmer. Si au bout de 2 mois, le Hamas refuse de se désarmer, alors Tsahal agira contre le Hamas dans la bande de Gaza. Cela corrobore notamment les informations selon lesquelles Israéliens et Américains partagent le même intérêt, les mêmes positions, notamment sur l'ordre des priorités dans la bande de Gaza, démilitarisation de la bande de Gaza, désarmement du Hamas avant le processus de reconstruction dans la bande de Gaza, David. Et puis Jonathan, vous nous dites aussi pourquoi l'afflux et le surplus surtout d'aide humanitaire renforce directement, mécaniquement, le Hamas en ce moment. Oui, et cela inquiète au plus haut point l'appareil sécuritaire israélien. Pour vous donner quelques chiffres, quelques 600 camions d'aide humanitaire rentrent chaque jour dans la bande de Gaza. C'est 4 fois plus que le chiffre de l'ONU qui prévoyait 134 camions humanitaires par jour, 4200 camions humanitaires qui rentrent dans la bande de Gaza. Et tous ces camions humanitaires renforce l'organisation terroriste, puisque l'organisation terroriste se sert de la contrebande d'armes, de la contrebande de téléphones portables, de la contrebande aussi de cigarettes, bref, pour financer toute la machine terroriste du mouvement islamiste. Cela lui permet notamment de recruter des hommes sur le terrain, et cela inquiète donc les services de sécurité israéliens, qui conseillent d'ailleurs à l'appareil politique du pays de ne pas rouvrir ce point de passage de Rafah à l'aide humanitaire, aux camions humanitaires, mais d'ouvrir donc ce point de passage de Rafah uniquement pour les personnes. Ce serait d'ailleurs une catastrophe, affirment les responsables sécuritaires israéliens, si des camions humanitaires venaient à franchir ce point de passage de Rafah, qui est, je vous le rappelle, le ballon d'oxygène du territoire gazaoui. Effectivement, merci beaucoup Jonathan Serrero pour ces précisions ce soir en direct du sud d'Israël. Alors pour aller plus loin ce soir, on accueille le docteur Anat Berko. Bonsoir, merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes lieutenant-colonel et experte en lutte contre le terrorisme, ancienne députée Likoud également. D'abord, la question qu'on se pose, est-ce que vous pensez qu'Israël a laissé le Hamas se reconstruire au cours notamment des 4 derniers mois ?
Israël n'a pas laissé le Hamas en état. Il a été détruit, mais il fait partie de la population. Il faut bien l'expliquer. L'islam radical est un problème qui n'est pas un problème seulement pour Israël. Le Hamas est aussi une branche des frères musulmans et c'est tout un éventail, Al-Qaïda, le Hamas, Daesh. Donc il faut bien comprendre que quand on dit liquider le Hamas ou l'éliminer, c'est très difficile d'éliminer une telle idéologie si ça ne se fait pas de manière globale contre les frères musulmans et contre l'islam radical qui aujourd'hui continue à tout détruire en Europe et aux États-Unis. L'Occident doit combattre. C'est la même menace. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Israël, le 7 octobre, peut arriver dans n'importe quelle ville en Europe. Des invasions, des viols, des assassinats, des pillages. La même chose exactement. Cela est possible. Les choses ne sont pas organisées à une telle taille comme ça a été le cas en Israël quand ils ont envahi et ont brisé la frontière d'Israël et ont tué, violé, assassiné, torturé femmes, hommes et enfants. Voilà donc le visage de l'islamisme global, de l'islam radical. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on soutient les enfants, on les aide avec les vaccins depuis Israël pour aider la population à Gaza. Mais il faut bien remarquer qu'une grande partie de cette aide humanitaire tombe aux mains du Hamas et lui permet ainsi de recruter d'autres membres du Hamas. Il utilise les biens que l'on distribue pour la population pour enrôler d'autres membres du Hamas et renforcer sa puissance. Et même un gouvernement technocratique n'est qu'une mince couche de glace, pas plus que cela. En dessous, par-dessous, le Hamas est bien là, bien vivant et bien fort. Et si le monde entier ne se concentre pas pour combattre cette menace, ce sera un vrai problème. Alors, concernant le Hamas, justement, est-ce que vous dites que la clé, c'est le contrôle du territoire et notamment tout ce qui se passe autour de Rafah? D'abord, la clé, c'est contrôler le terrain, parce que le Hamas contrôle la population. La population a peur du Hamas, ils en ont même très peur. Le Hamas exécute des gens de diverses tribus qui se sont opposés à eux, et donc il tue les gens, il décapite sans problème. C'est vraiment comme Daesh. Et quand on voit que le Hamas est comme Daesh, eh bien c'est très clair. Et donc le contrôle du passage de Rafah doit rester sous contrôle israélien, parce que nous ne devons jamais oublier que beaucoup de contrebandes d'armes vers le Hamas sont passées par le territoire égyptien. En Égypte, il y a des frères musulmans qui sont très forts. Ils sont hors la loi, il faut le souligner. Et le Hamas est en fait la filiale des frères musulmans. Et donc, l'État d'Israël respecte l'accord. Nous avons retrouvé les otages vivants et morts. Le dernier des otages morts, Rani Gvili, a été enterré en Israël et nous devons maintenant nous concentrer sur la sécurité, réduire au maximum la force du Hamas. Et moi, je crois qu'il sera très difficile de le désarmer, mais il y a aujourd'hui un dirigeant dans le monde qui ne fait pas que parler et qui agit. C'est le président Trump qui prouve qu'avec une position ferme, comme c'est le cas face à l'Iran, qui est en fait le miroir chiite du Hamas et de Daesh, eh bien, il œuvre et il a promis de désarmer le Hamas et nous le croyons. Donc un contexte à Washington qui permet d'affaiblir encore plus, vous dites, le Hamas. Merci beaucoup à vous, docteur Anat Berko, d'être venu sur notre plateau ce soir. Et concernant l'avenir de Gaza, certains ont déjà une idée précise de la direction à prendre. Éclairage ce soir en 3 questions. On va revenir sur la grande nouveauté introduite par Donald Trump lui-même dans le cadre de l'après-guerre à Gaza, le fameux Conseil de la paix. Pourquoi ce concept vient-il bousculer nos repères? Avec nous ce soir, Steve Ohana, qu'on accueille. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes polytechnicien et professeur d'économie chargé de cours à l'université Reichman ici en Israël. On est sur une initiative qui est quand même hors Nations Unies. On est en train de court-circuiter l'ONU. Est-ce que d'abord c'est une vraie petite révolution? Tout à fait, David, c'est une révolution. On pourrait la comparer à ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale avec la création de la SDN et après la Deuxième Guerre mondiale
avec la création de l'ONU. Aujourd'hui, ce n'est pas une guerre mondiale qui déclenche cette initiative, heureusement. C'est finalement le constat fait par Trump que la mondialisation a échoué, que le multilatéralisme a échoué, qu'il a affaibli énormément, notamment l'Occident et les États-Unis en particulier, qu'il a armé des puissances hostiles comme la Chine, l'Iran, etc. Et donc qu'il fallait changer de logiciel complètement. Et donc, ce qu'il nous propose, c'est finalement une rupture complète avec les institutions multilatérales basées sur le respect de règles communes, etc., telles qu'on en avait depuis une quarantaine d'années, l'OMC, etc. Et le Board of Peace constitue les prémices de la refondation d'un nouvel ordre international fondé non plus sur les règles multilatérales, mais sur la souveraineté des nations. Ouais, souveraineté, alors ça c'est important. Oui. Donc c'est l'heure aussi, on va le dire, pour les Nations Unies, peut-être on peut l'espérer, d'un examen de conscience, parce qu'on a vu que l'ONU échoue régulièrement à résoudre les principaux conflits qui secouent la planète. C'est à la base sa vocation. Tout à fait. En fait, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une logique. Il s'agissait d'éviter un troisième conflit mondial par un équilibre des puissances. On a donné à chaque puissance un droit de veto au Conseil de sécurité. Au début, ça a rempli sa fonction. D'ailleurs, l'ONU a fait un vote très important en 1947 avec la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, elle a joué son rôle au début. Et après, il y a eu un dévoiement progressif. Elle est devenue inadaptée à ce qui est devenu le monde avec la guerre froide et au sortir de la guerre froide. Et ce qui s'est passé, c'est que le Conseil de sécurité est devenu paralysé par les droits de veto des puissances qui ont systématiquement paralysé toute prise d'initiative et toute action pour endiguer les conflits qui se sont produits. Et l'Assemblée générale est devenue une immense tribune anti-occidentale et en particulier anti-israélienne. Et le tournant majeur, ça a été 2001 avec la conférence de Durban, qui était à l'origine une conférence organisée par l'ONU contre le racisme et qui est en Afrique du Sud et qui est devenue finalement une conférence condamnant uniquement le sionisme, l'État d'Israël, etc., comme incarnation suprême du racisme. Ouais, le racisme à la mode d'Urban, c'est vrai que c'était important, ce rendez-vous de 2001. Donc un problème structurel. Steve Owana, ce modèle du Conseil de la paix de Donald Trump, est-ce qu'il a été aussi, au passage, pensé quand même pour être compatible avec d'autres grands dossiers internationaux du moment ou de demain ? Là, son baptême du feu, ça va être tout de suite avec la gestion de la crise iranienne et de cette guerre potentielle qui va peut-être arriver d'ici quelques jours. Comment est-ce qu'il va gérer ça ? Est-ce qu'il va être impliqué dans ça, sachant que le président même du Board of Peace sera peut-être l'initiateur de cette guerre. Donc, sachant qu'il y a dedans le Qatar et la Turquie qui ont joué un rôle de médiateur important au moment de la fin de la guerre à Gaza, pourrait-il être impliqué dans une désescalade, peut-être avec l'Iran ou quelque chose comme ça ? C'est toute la question qui va se poser. Mais de façon générale, je voudrais le Board of Peace ou d'autres institutions, le Conseil de la paix, sont très utiles pour éviter que la décomposition de l'ordre international existant se passe de manière chaotique et désordonnée, comme ça s'est passé par exemple après la crise de 29, où on a eu des politiques protectionnistes des uns et des autres, puis des sorties désordonnées de l'étalon or, puis finalement des politiques de plus en plus agressives et la guerre, et la Deuxième Guerre mondiale. Là, il va falloir éviter cette escalade-là, cet engrenage-là, et non seulement déconstruire ce qui existe, mais parallèlement reconstruire quelque chose d'autre qui fonctionne vraiment. Ouais, de passer pour éclairer les présents. Merci beaucoup, Steve Owana, pour cet éclairage. Merci. Très enrichissant ce soir. Alors, encore un élément en lien avec Gaza. On va découvrir un personnage qui est appelé peut-être à peser sur la scène politique en Israël. Il fêtera dans quelques jours ses 55 ans. Héros de multiples opérations contre le terrorisme palestinien, il est considéré comme l'un des stratèges les plus aguerris de ces dernières années dans les rangs de Tsahal. Le général Ofer Winter est aujourd'hui une figure du sionisme religieux et il ne mâche pas ses mots parfois envers Binyamin Netanyahou. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste. Alors Daniel, il vient de critiquer sévèrement le gouvernement pour avoir laissé, dit-il, le Hamas trouver un second souffle à Gaza. Oui, effectivement, il fait partie, on va dire, de cette branche du sionisme religieux qui est de plus en plus critique envers Binyamin Netanyahou. On va dire c'est l'aile droite du sionisme religieux.
Et c'est pour cela qu'il peut avoir un rôle à jouer important dans les prochaines élections, dans la prochaine campagne électorale, dans les prochaines élections, en particulier s'il devait fusionner avec Bezalel Smotrich, parce que c'est un peu le cas de figure. Vous savez que Bezalel Smotrich, dans les sondages, il est en deçà du seuil d'éligibilité. Et l'arrivée d'un homme comme Ophir Winter, d'un général comme Ophir Winter, je vous rappelle que, par exemple, Bezalel Smotrich n'a pas fait l'armée, ou il n'a fait un petit service militaire, eh bien, ça donnerait du prestige au parti sioniste religieux, hein, pas au mouvement sioniste religieux, mais au parti politique sioniste religieux. Et ça lui permettrait de passer au-dessus du seuil d'éligibilité. Et ça, Benyamin Netanyahou, il sait parfaitement déplacer les pions dans l'échiquier politique pour faire en sorte qu'il y ait une maximalisation de la classe politique israélienne, en particulier de la droite, bien entendu. Et ça intéresserait, même si aujourd'hui c'est une critique, Ophir Winter est critique de la politique de Benyamin Netanyahou, sur le fond, eh bien, Benyamin Netanyahou serait intéressé à ce qu'il soit devant, en pole position de ce parti sioniste religieux, peut-être même devant Bezalel Smotrich, parce qu'il il éviterait de perdre des voix précieuses pour la droite israélienne. Alors, je dirais que Ophir Winter, c'est un personnage assez impressionnant. Il a été commandant de la brigade de Givati au moment de l'opération bordure protectrice. Mais vous savez, il faut le rappeler, pourquoi sa promotion dans la hiérarchie militaire a été bloquée pendant de nombreuses années, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il a eu, on va dire, l'idée de publier une lettre dans laquelle il appelait ses soldats de la brigade Givati à combattre pour le Dieu des armées d'Israël. Et ça, à l'époque, en 2014, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, les choses ont changé, la réalité a changé. Des gens comme Ophir Winter peuvent être effectivement des candidats potentiels à un nouveau leadership qui est plus spirituel, on va dire, que ne l'est actuellement le leadership de la droite israélienne. Ouais, ancré donc dans les valeurs juives. Ophir Winter, merci beaucoup Daniel Haïk. Pour ce parti pris, toujours plus d'actualité dans la grande édition sur i24 News, l'info chrono, c'est tout de suite. En Israël, le vote du budget de l'État ressemble souvent à un concours de saut d'obstacles. Premier test réussi pour la coalition qui a donc adopté la nuit dernière la loi de finances pour l'année 2026 en première lecture à la Knesset. 62 voix contre 55, un vote rendu possible grâce au soutien des partis orthodoxes, d'Egal HaTorah et Chasse. Difficile malgré tout de cacher les dissensions au sein de la coalition, dont plusieurs députés ont voté contre le texte. L'enveloppe globale, il faut le savoir, de ce budget 2026 atteint 812 milliards de shekels, 220 milliards d'euros. Il s'est attaqué à l'un des symboles de la vie juive aux États-Unis. Un individu interpellé hier soir à New York, qui l'a percuté volontairement et à plusieurs reprises les portes latérales du siège mondial du mouvement Chabad, 770 à Brooklyn. Malgré la violence de la scène, aucune victime n'est à déplorer. Le suspect a été arrêté sur place. Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, s'est rendu sur les lieux. Il a condamné l'attaque. La veille déjà à New York, un rabbin avait été agressé aux abords d'une synagogue dans le Queens. Et puis en Iran, la prise de parole inédite du représentant de la communauté juive locale au Parlement iranien à Téhéran, Homayoun Sameh, a publiquement mis en cause le président Massoud Pezeshkian. Il l'a accusé d'être responsable des problèmes du pays et de la colère de la population. Il dénonce une pression économique étouffante et il appelle le gouvernement à respecter ses engagements. Homayoun Sameh a également plaidé pour l'apaisement plutôt que la répression, une prise de position étonnante puisque les minorités en Iran, on sait, prennent le soin généralement de s'aligner sur la position officielle du régime. Suite et fin de notre dossier de la semaine, Arabes israéliens, identité et perspective. Dernier volet ce soir et c'est l'un des défis urgents pour cette communauté, enrayer la criminalité. Aucun signe d'accalmie, les statistiques sont cruelles. La violence intracommunautaire ne fait que ronger le secteur arabe-israélien. Les gangs organisés, la mafia, les règlements de compte entre familles rivales. Bref, un cocktail mortel qui se traduit ces temps-ci par cette moyenne terrible, quasiment un homicide par jour. Alors comment en est-on arrivé là et quel palliatif, quelle réponse des autorités? Vue d'ensemble inquiétante d'abord avec Mathieu Mendy. Dans la société arabe d'Israël, un phénomène inquiète désormais, bien au-delà des frontières communautaires. La criminalité violente est en pleine explosion. En 2025, plus de 255 meurtres ont été enregistrés, un record historique, et en 2026, près d'un homicide par jour est constaté. Ce n'est plus un phénomène marginal, les clans, les gangs organisés et les réseaux mafieux se disputent des zones d'influence, perpétuant vendetta familiale, règlements de compte armés et raquettes.
Dans certaines villes arabes, l'économie informelle et le trafic d'armes ont pris racine, alimentés par un sentiment de méfiance envers l'État et les forces de l'ordre. Ce vide sécuritaire a suscité une colère sociale massive. Des dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé, réclamant une réponse ferme de l'État et une meilleure protection. Les politiciens arabes appellent même à une mobilisation conjointe avec des citoyens juifs pour réclamer plus de sécurité. Les causes sont multiples, un sentiment d'abandon par les autorités, des enquêtes rarement conclues, une coopération policière limitée sur le terrain et des zones où l'État peine à imposer sa loi, tout cela couvert par la culture de l'omerta et la loi du silence. Dans les grandes villes mixtes comme Haïfa, Jaffa, Saint-Jean-d'Acre ou Nazareth, les tensions criminelles se superposent à celles de vivre ensemble. À Jaffa ou Saint-Jean-d'Acre, les conflits entre jeunes, cycles de vengeance et actes de banditisme se mêlent parfois à des rivalités communautaires affectant la vie quotidienne des résidents arabes et juifs. Résultat, une communauté qui souffre de violences intérieures tout en se débattant avec son rapport à l'État, à la police et à sa propre identité civique. Cette crise n'est pas seulement sécuritaire, elle est sociale, politique et démographique et pose la question de la restauration de l'ordre sans fracturer encore davantage le tissu communautaire. Voilà, violence endémique. On va y revenir avec notre invité ce soir, Samer Sinijlaoui. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes militant du Fatah à Jérusalem et président du Fonds de développement de Jérusalem. Alors, les causes profondes d'abord pour vous de ce fléau de la criminalité. D'où vient à la base pour vous le problème ? Je pense que c'est un échec terrible du système de la loi et les systèmes de sécurité et d'application de la loi en Israël qui ne font pas suffisamment pour combattre ce crime organisé. Israël, malheureusement, en une période qui est devenue la start-up nation avec une économie moderne, avancée, et c'est aussi considéré comme la menace la plus terrible, celle du crime organisé, ce qui est très grave sur le long terme, parce que peut-être que le ministre actuel de la Sécurité intérieure, M. Ben Gvir, n'est pas véritablement intéressé à traiter du problème, parce que tout simplement, ça concerne la minorité arabe et que pour l'instant, ça ne s'étend pas à toute la société israélienne. Mais c'est comme vous tirez une balle dans le pied parce que le crime organisé, avec tellement d'armements, de mitraillettes, d'armes automatiques et de telles capacités, peuvent très rapidement s'éparpiller à travers toute la société israélienne. Nous avons noté aujourd'hui qu'il y a eu aussi cette histoire de contrebande d'armement vers Gaza. Donc, si vous recherchez plus avant, vous verrez que les sources de la contrebande à Gaza, ce sont les mêmes que celles qui vendent des armes au crime organisé en Israël. C'est très, très dangereux. C'est comme la pandémie. Si vous permettez à cela de se développer dans une petite partie de la société, eh bien, tôt ou tard, cela contagiera tout le monde et deviendra un énorme problème. Et alors là, le tour de magie se tournera contre le magicien. Et là, il faut que la société israélienne prenne ses responsabilités. Il faut que les choses soient prises en main par une prochaine coalition de gouvernement avec une personne qui ait suffisamment de connaissances sécuritaires et qui prenne les responsabilités comme ministre de la Sécurité intérieure pour régler ce genre de problème. Pas simplement nommer des personnes pour des raisons de coalition, quelqu'un qui pense que on peut prendre des risques sur de telles questions pour promouvoir des ordres du jour politiques. Ce qui se passe est terrifiant. Nous l'avons vu en un jour, 6 Arabes ont été tués. En une journée, nous avons vu un médecin qui a été tué devant ses clients, devant ses patients. Nous avons vu un enfant de 14 ans qui a été tué. C'est très dangereux. Je sais que la plupart du public israélien sont très inquiets. La plupart des juifs israéliens sont très inquiets et n'aiment pas ça du tout. Mais encore une fois, le manque de réaction vient de certaines zones politiques qui ne souhaitent pas de combattre ce fléau et d'arrêter le crime organisé. Donc vous attendez une réaction plus ferme de la part des autorités, surtout que la frontière est parfois mince, on le sait, entre ces milieux criminels et les réseaux terroristes. Merci beaucoup à vous, Samer Sinijlaoui, pour cet éclairage ce soir.
dans le dossier de la semaine. Dernier élément incontournable, un aspect qui compte aussi dans cette problématique, c'est la situation dans la capitale, justement Jérusalem. Bonsoir Mathieu Winding, à qui l'on doit ce dossier ce soir. Mathieu, expliquez-nous comment s'organise la vie civile, la citoyenneté dans les quartiers est arabes de la capitale. Eh bien David, les habitants arabes de Jérusalem-Est ont pour la plupart un statut qui remonte à 1967. Peu après la guerre des 6 jours et ses victoires et ses conquêtes, Israël décide de procéder à l'unification de la ville et donc l'extension de la souveraineté à Jérusalem-Est. Israël accorde un statut de résident permanent aux habitants arabes des quartiers nouvellement conquis. Avec la réunification de Jérusalem et des communes limitrophes, Israël se retrouve avec des dizaines de milliers de détenteurs de passeports jordaniens. Et après de longues discussions, il est décidé de leur donner le statut de résident permanent, mais avec la possibilité d'obtenir la citoyenneté israélienne. Et pour cela, il faut remplir plusieurs critères, parmi lesquels avoir des notions d'hébreu, ne pas poser de menaces sécuritaires, et prêter allégeance à l'État d'Israël et renoncer par conséquent à toute autre nationalité, et donc le cas échéant, la nationalité jordanienne. Alors aujourd'hui, des années après 1967, 6% des Arabes de Jérusalem-Est ont demandé et obtenu la citoyenneté. La majorité, elle, possède une carte de résident permanent d'Israël. Cela permet de travailler, circuler, d'avoir la sécurité sociale, mais on ne peut pas voter aux élections législatives. Le statut est révocable s'il quitte la ville trop longtemps ou s'il constitue une menace sécuritaire. Donc à quelques kilomètres de là, les Arabes israéliens ont une carte d'identité bleue, comme tous les Israéliens. Ils ont passeport et droit de vote. Donc 2 populations, 2 histoires, mais une même langue et un rapport à l'État radicalement différent. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Notre page consacrée à l'antisémitisme avec un événement cette semaine à Jérusalem et un invité venu de France. Un rendez-vous important qui se déroulait donc cette semaine en Israël, la conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. Conférence organisée à Jérusalem par le ministre israélien des Affaires de Diaspora, Amichai Shikli. Parmi les participants, vous le voyez, Fabrice Leggeri, député européen issu du Rassemblement national. Et il répond à nos questions. Bonsoir Fabrice Leggeri, merci à vous, député européen du groupe Patriotes pour l'Europe. Un mot d'abord sur cette conférence Génération Trust, 2e édition cette année. Que retenez-vous de ce rendez-vous ? Bien, je retiens de ce rendez-vous une grande assemblée internationale dans laquelle nous avons pu, avec le gouvernement israélien et d'autres collègues du Parlement européen, de notre groupe, réfléchir aux raisons de l'antisémitisme croissant. Et le constat est clair, c'est un constat de guerre de civilisation, de l'islamisme qui livre une guerre évidemment à Israël, aux Juifs et de façon plus générale à la culture judéo-chrétienne en Occident. Alors, vous êtes intervenu à la Knesset, le Parlement israélien, lors d'une table ronde qui portait sur les outils législatifs contre l'islamisme et les mouvements radicaux. Quel était votre message depuis la France ? Mon message en tant que Français membre du Parlement européen dans le groupe des Patriotes pour l'Europe, donc le groupe dont Jordan Bardella est président, mon message a été d'expliquer d'une part le lien particulier entre la France et le judaïsme depuis très longtemps, la responsabilité que ça signifie pour les gouvernements français. Mais j'ai aussi expliqué qu'au Parlement européen, nous menons un combat, tout comme à l'Assemblée nationale en France, afin de faire, par exemple, mentionner les frères musulmans parmi les organisations terroristes. Il y a une liste de l'Union européenne des organisations terroristes et nous demandons que les frères musulmans soient sur cette liste. Pour vous, il y a aujourd'hui un combat qui est commun à la France et à Israël contre le péril islamiste ? Oui, il y a un combat commun entre Israël, d'une part, les pays européens, la France de manière encore plus particulière, et nous devons allier nos forces et essayer d'avoir le plus de moyens juridiques, financiers, pour lutter contre l'islamisme. Il est très important, et ça fait partie de mon message aussi, de retracer tous les financements qui sont donnés, notamment par certaines institutions, et en particulier, j'ai pu
en tant que député français au Parlement européen, retracer les financements par la Commission européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inadmissible, que la Commission européenne puisse donner des financements à des organisations proches des frères musulmans et proches du Hamas. Est-ce que vous pensez que l'actuel gouvernement français a pris la mesure de ce défi ? Je pense qu'avec un président Emmanuel Macron qui est totalement ambigu sur la lutte contre l'antisémitisme, qui est totalement ambigu vis-à-vis d'Israël, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons intérêt, en tant que Français, mais aussi les Franco-Israéliens ici, ont intérêt à ce qu'il y ait vite l'élection présidentielle en 2027 et qu'on puisse tourner la page des années Macron. Alors, vous avez rencontré justement Amichai Shikli, le ministre israélien des Affaires de la diaspora. Votre parti, vous diriez, est engagé aujourd'hui vraiment à défendre les Juifs de France ? Bien sûr, le Rassemblement national, le groupe des Patriotes pour l'Europe auquel nous appartenons, est totalement engagé dans la défense des Juifs de France, des Juifs d'Europe. Et nous sommes totalement aux côtés d'Israël dans son combat pour le droit à exister en sécurité. Et les Israéliens, les Juifs de France, les Juifs d'Europe peuvent compter sur nous. Merci beaucoup Fabrice Leggeri d'être venu donc dans notre chaîne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin ce soir de la grande édition. Tout de suite, vous retrouvez Raphaël Hassine pour Ça se débat en compagnie de ses invités débatteurs. Restez avec nous. On continue sur i24 News. Très bonne soirée à tous.